Bonsoir à tous et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous pour en savoir plus sur le sujet qui défraye la chronique. Alors pour ce numéro, nous avons l'opportunité de recevoir et de nous entretenir en même temps avec M. Héritier Mpiana Pierre, qui est directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba. Avec elle, nous allons chercher à en savoir plus sur ce secteur d'environnement, ainsi de suite, parce que vous êtes sans ignorer que la ville de Kinshasa a abrité du 3 au 5 août dernier le pré-COP et les COP qui est prévu pour du 6 au 18 novembre prochain en Égypte. Nous allons en savoir plus sur ça et sur autres sujets d'actualité tout au long de cette émission. Monsieur Pierre Héritier Mpiana, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de Antenne 1. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, surtout pour cette invitation. Voilà, comme je me répète, vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Environnement. L'environnement, aujourd'hui, le slogan, c'est RDC Pays, solution au changement climatique. Et c'est un peu de nous parler de tout ça. Pré-COP, c'était du 3 au 5 octobre, COP prévu du 6 au 18. Ça se passe comment au niveau du ministère géré par Madame Eve Bazaïba en guise du succès de ce secteur? Merci beaucoup madame. Je voudrais commencer d'abord par expliquer brièvement ce que c'est la COP. Parce que vous avez parlé de la pré-COP. La pré-COP, sont les travaux préparatoires de la COP. Donc les travaux qui viennent juste avant la COP. Et la COP en soi, c'est quoi? La COP, c'est la conférence des parties des pays membres à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Depuis plus de 50 ans, depuis une bonne décennie, il a été enregistré à travers le monde certains dérèglements climatiques. Il a été enregistré à travers le monde certaines détériorations liées au dérèglement climatique. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a vécu hier sur la ville de Kinshasa, des inondations, pour ne parler que de Kinshasa. Au plus diluviennes. Dit au plus diluviennes, comme vous l'avez souligné. Et les inondations se passent seulement à Kinshasa. Nous en avons connu ici dans notre pays, même l'année passée, dans les Tanganyika, où il y avait... Mais pour Kinshasa, ce n'est pas lié au problème urbanistique aussi? Nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Mais je voudrais quand même souligner celle-là comme l'un des éléments, que l'on enregistre lorsqu'il y a des méfaits liés au changement climatique. Il y a des inondations. Nous en avons enregistré hier à Kinshasa. Les inondations, il y en a eu en Belgique qui ont causé même mort d'hommes, parce que vous parlez de l'urbanisation, mais la Belgique, qui est un pays le plus urbanisé, a connu des inondations mortelles, même parce qu'il y a eu mort d'hommes en Belgique l'année passée. Il y en a eu en France et dans beaucoup d'autres pays. Tout ça, ce sont des effets des changements climatiques. Pour revenir sur ce qui s'est passé à Kinshasa, parce qu'il faut parler des effets de changement climatique, il y a également la rareté des pluies, par exemple. Vous allez vous rendre compte qu'ici, à Kinshasa, nous étions déjà habitués à voir les premières pluies d'après la saison sèche à partir du 15 septembre. Non, déjà à partir du 15 août, on avait déjà des premières pluies. Début septembre, généralement, lorsque nous étions petits, avec la rentrée scolaire, nous étions déjà sous la pluie. Vous comprenez? Mais cette fois-ci... Tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas. Il lui fallut attendre jusqu'au mois d'octobre pour avoir des fortes pluies. Tout ça, ce sont les faits du changement climatique. C'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Le climat qui était normal a connu un certain dérèglement. Lorsque vous allez en Afrique... C'est dit à quoi, entre guillemets? Je vais y revenir. Je parle d'abord des effets du changement climatique. Lorsque vous allez en Afrique, on va vous parler du lac Tchad, qui est en train de s'assécher aujourd'hui. Le lac Tchad a perdu une bonne partie de son bassin, à tel point que
le Tchad recourt aujourd'hui à la RDC pour soutirer les eaux de la rivière Ubangui afin de subvenir à cet assèchement du lac Tchad. Tout ça, ce sont les effets du changement climatique. Vous allez au nord, en Afrique subsaharienne, vous allez vous rendre compte que le désert de Kalahari est en train de s'élargir. Tout ça, ce sont les effets du changement climatique. Là, c'est en Égypte? Non, le désert de Kalahari, c'est au sud de l'Égypte, un peu à côté du Nil, la partie compris entre la Libye et bien certains autres pays, un peu en Afrique subsaharienne. Vous allez, par exemple, au Portugal, vous allez voir qu'il y a eu des feux de brousse où, pour rien comme ça, les gens voient qu'il y a des forêts qui sont en train de se brûler à cause de la chaleur, n'est-ce pas? Vous allez aux États-Unis, en Californie, on a enregistré également des incendies, comme ça, des feux de brousse, qui ont même décimé les maisons habitées par des habitants en Californie. Tout ça, ce sont les effets de changement climatique. C'est causé par quoi? Les scientifiques ont fait des études pour se demander d'où est venu tout ce qui est en train d'être enregistré comme débordement lié au dérèglement climatique. Et ils ont compris que cela est dû à l'augmentation de la température sur la planète, de la température mondiale. Ça veut dire quoi? Vous avez aujourd'hui la surface de la Terre, il y a les soleils, mais entre les soleils et la Terre, il y a ce qu'on appelle une couche d'ozone. La couche d'ozone permet à ce que les rayons solaires qui sont émis par les soleils puissent être un peu filtrés, atténués. Voilà. Et cela fait en sorte que lorsque ça arrive sur la Terre, ça ne chauffe pas. C'est la géographie. Ça ne chauffe pas comme il faut. Vous comprenez? Mais à cause de l'activité de l'homme, notamment à cause de l'industrialisation, à cause des industries, les industries qu'on retrouve de plus en plus dans les pays les plus avancés, les pays les plus industrialisés, si vous voulez bien, à cause de cette industrialisation-là, ces grandes puissances émettent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Voilà. Et les gaz à effet de serre est en train de détruire petit à petit la couche d'ozone qui empêche les rayons solaires afin que ces rayons ne soient pas très forts sur la surface de la Terre. Et en conséquence, lorsque la couche d'ozone est en train de s'affaiblir, directement, la chaleur devient de plus en plus élevée sur la surface de la Terre. C'est comme ça que vous enregistrez ce genre de cas. Vous allez voir que dans des pays du Nord, comme dans l'Arctique par exemple, les glaces de la mer sont en train de se fondre, à tel point que les niveaux des mers sont en train de faire quoi? Sont en train d'augmenter. Et les scientifiques, permettez-moi de terminer, les scientifiques ont démontré que d'ici 50 ans, si on ne prête pas attention, il y a même certains pays qui vont disparaître de la carte du monde. C'est le cas des îles Marshall, les cas de l'île Monaco et beaucoup d'autres pays insulaires qui sont exposés à ce genre de débordement de la surface de la mer. Si jamais conséquences du dérèglement climatique. Tout ça, ce sont les conséquences du dérèglement climatique. Et si on ne fait pas attention, il y a certains pays du monde qui vont être effacés. Vous parlez de faire attention. De la planète. Comment faire attention exactement? Faire attention, c'est-à-dire quoi? Ces grandes puissances-là ne vont pas lâcher prise. Ils ne vont pas fermer leurs industries. Ils ne vont pas arrêter de produire. Mais pour éviter les pires, avant que les pires n'arrivent, comment procéder pour arriver à lutter contre les réchauffements climatiques et les effets liés au climat, entre autres, comme vous les voilà, j'étais en train d'en arriver là. Comment les pays devaient faire attention? C'est là que les Nations Unies ont réuni les pays du monde. Il y avait à peu près 195 pays qui se sont réunis au Brésil, à Rio de Janeiro, au sommet de la Terre, pour évaluer un peu l'évolution de la situation de la Terre. Et lorsque la situation a été évaluée,
Tout le monde s'est dit, nous sommes devant une catastrophe, nous sommes devant des difficultés. Et là, ça n'épargne personne, que ce soit les pays avancés, que ce soit les pays les moins avancés, tous nous sommes exposés. C'est là que les Nations Unies ont mis en place ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est un organe des Nations Unies. Malgré qu'ils sont à la base de cette réalité, quand même, là, je suis en train de parler des Nations Unies. Je ne parle pas des pays développés ou les pays les moins avancés. Mais tous, nous sommes membres des Nations Unies. Les pays développés, les pays en développement, tous nous sommes membres des Nations Unies. Ils se sont réunis, n'est-ce pas, à Rio de Janeiro en 1992, en 1992, si vous voulez bien, au Brésil. Et sur place, ils ont décidé de la mise en place d'une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et cette convention est assortie de certaines mesures qui doivent être respectées par les différents pays du monde afin de pouvoir faire face aux changements climatiques. Donc c'est les COP. Et non, là c'était d'abord la convention. Okay. Et là c'était en 1992. Et en 1995, les pays du monde se sont réunis encore en Allemagne, à Bonn. Là, c'est là qu'il y a eu la première conférence des partis. Ça, c'est une bonne leçon. C'est ça maintenant. Nous apprenons ensemble avec vous. C'est ça maintenant. Spectateurs. C'est ça maintenant la COP, la conférence des partis. Okay. Il y en a eu. La première conférence des partis a eu lieu en Allemagne en 1995. C'est là que les Nations Unies, que toutes les nations du monde se sont mises ensemble pour commencer à étudier l'évolution du climat à travers le monde. Et à l'occasion, les nations réunies ont pris la décision que les efforts soient consentis par les uns et les autres afin de réduire la température moyenne du monde à 5 degrés Celsius. Comment expliquer ça? C'est-à-dire à travers les efforts d'atténuation et les efforts d'adaptation. L'atténuation veut dire quoi? Ceux qui sont concernés arrivent à tempérer facilement. Qu'ils arrivent quand même à se dire, ben écoutez, on utilise trop nos industries. Avant, par exemple, les mesures, il y avait des mesures telles que aujourd'hui, vous utilisez votre industrie 24 heures sur 24, mais au lieu d'en utiliser 24 heures sur 24, vous réduisez par exemple des moitiés les fonctionnements de votre industrie. Cela économise quand même à moitié les gaz à effet de serre pouvant être émis par votre industrie. Et au fur et à mesure que les uns et les autres observent cette mesure-là, il y a possibilité, n'est-ce pas, de lutter contre les changements climatiques. Là, c'était en 1992. Et là, c'était en 1995. Et en 1997, si je ne m'abuse pas, il y a eu la 3e COP. Là, c'était à Kyoto, au Japon. Okay. C'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle les protocoles de Kyoto. Dans les protocoles de Kyoto, il y a eu également certaines mesures renforcées pour demander... Vous allez continuer, mais quels sont les quelques pays qui sont vraiment liés à un sérieux problème de réchauffement climatique? Aujourd'hui, les problèmes de changement climatique concernent tout le monde. C'est toutes les nations du monde. Je vous ai parlé... Non, mais là, il y a quand même là où les problèmes se présentent sérieusement. Là où mais non. Personne n'y est épargné, je vous le jure. Je vous l'ai dit, personne. Mais ici, on n'a pas de grandes industries comme en Europe. Même si nous n'avons pas de grandes industries, mais hier, vous avez constaté des inondations. Les populations étaient exposées, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de risques avec les pluies diluviennes qui ont été enregistrées hier. Ce qui veut dire que les changements climatiques n'épargnent personne. C'est ce qui fait que aujourd'hui, lorsqu'il faut que le monde se réunisse, il n'y a pas d'absent. Tout le monde fait un effort pour être présent. Il est vrai que nous, RDC, depuis un moment, nous étions sur un tableau des absents, parfois des lamentations, mais avec l'actuel gouvernement, la première COP, n'est-ce pas, où le Congo a été représenté au plus haut niveau, c'est la COP 26, lorsque nous étions là l'année passée à Glasgow, en Grande-Bretagne. Là, nous avions notre chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi beaucoup d'autres membres du gouvernement, dont son Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, qui a conduit avec brio la vision du chef de l'État. Bien sûr.
qui a conduit avec brio la vision du chef de l'État dans les secteurs de lutte contre les changements climatiques à cette occasion. Et c'est là que pour la première fois, nous avons présenté notre pays comme pays solution au changement climatique. J'étais en train de parler du protocole de Kyoto lors de la COP 3, mais il y a eu aussi la COP 21 qui a eu lieu en 2015 en France, à Paris. Et là, tout ça pour mûrir les... Tout ça pour mûrir, pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a un danger si nous ne prenons pas attention aux effets du changement climatique. Et à Paris d'ailleurs, là, beaucoup d'efforts ont été consentis aussi. Il y a parce que ces pays qui risqueraient de disparaître de la carte bien sûr, géographique, comme vous avez tout ça, ce sont des risques. Tout ça, ce sont des risques. Et d'ailleurs... les pays de l'Occident, ou bien voire même les pays africains aussi. Je vous dis que tous nous sommes exposés. Tous nous sommes exposés aux effets de changement climatique. Tous nous sommes exposés aux effets de changement climatique. Quand bien même, nous, en tant qu'RDC, nous avons des solutions. Parce que nous nous appelons aujourd'hui pays solution. Nous allons y revenir. J'étais en train de parler de la COP 21 qui a eu lieu en France, à Paris. À la COP 21, là, il y a eu beaucoup d'autres... Et là, c'est la COP 27. Maintenant, en Égypte, là, nous serons à la COP 27. Les travaux préparatoires ont eu lieu. Les travaux préparatoires ont eu lieu, je vais y revenir. À la COP 21, les États du monde se sont réunis également. Et à l'époque, c'était avec le président, si je ne me trompe pas, Nicolas Sarkozy, en 2015, et le président Barack Obama, qui ont montré les leads, qui ont montré au monde qu'il y a lieu d'agir aujourd'hui. Et sur place, les États du monde ont pris l'engagement de commencer, surtout les États les plus avancés. Ces résolutions sont prises en compte. Je vais vous dire, c'est ce que je suis en train de dire. De ces différents COP. Par exemple, c'est ça la lutte que nous avons aujourd'hui. Sur place, par exemple, à Paris, les États les plus avancés ont pris la décision de contribuer à la lutte contre les changements climatiques avec une enveloppe d'environ 100 milliards de dollars par an. Ça s'exécute comment? Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais exécuté. C'est comme un contrat de dupe où parfois il y a des bonnes intentions, mais jusque-là, ça ne s'exécute pas. C'est ce qui a fait l'objet des débats aussi lorsque nous avons organisé la pré-COP à Kinshasa. Lorsque cette année, nous nous sommes réunis, d'abord, nous, RDC, on a dit il n'est pas normal quand même que l'on continue à parler de nous ailleurs, alors que nous qui avons des forêts, nous qui avons... Vous vous souviendrez que les forêts de la RDC, c'est à peu près 155,5 millions de forêts humides. Nous sommes aujourd'hui une puissance. Nous sommes aujourd'hui une puissance en termes de séquestration de gaz à effet de serre. On ne bénéficie pas de ces forêts, mais ça vaut la peine. Nous sommes en train de travailler parce que ça fait partie des richesses de notre pays. Aujourd'hui, la politique du gouvernement fait en sorte que nous puissions désormais commencer à bénéficier. Je vais vous dire que cette année, nous avons vendu des crédits carbone et l'État congolais en a bénéficié de quelque chose. C'est entré dans les caisses de l'État. Non, à travers ces genres d'opérations, à travers ces genres de politiques, à travers ces genres de leadership imprégnés par les chefs de l'État, avec son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, nous sommes en train de faire un effort. Nous avons voulu d'abord faire venir toutes ces délégations du monde entier. Je vais vous dire que sur place à Kinshasa, on a eu à enregistrer plus de 320 personnes venues de tous les 5 continents. Ici à Kinshasa. Nous étions l'année passée à Milan, nous avons participé à la pré-COP. Mais je vais vous dire que des témoignages que nous avons reçus de toutes les délégations, la pré-COP de Kinshasa, c'est l'une des meilleures pré-COP. Pourquoi, monsieur Héritier, c'est bien beau de vanter les pré-COP en guise de remédier aux problèmes liés au dérèglement climatique, les problèmes liés au climat. Mais vous avez cité plus de 4 pré-COP qui ont précédé la pré-COP 27. Les résultats, on n'a pas tenu compte de ça. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de répercussions, de résolutions. Mais qu'est-ce qui prouve à suffisance que cette fois-ci, pour la pré-COP 27, où vous martelez sur la présence de la RDC considérée comme un pays solution, il y aura des solutions qui puissent remédier à cette réalité tant décriée? Les solutions, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, sont nombreuses. C'est vrai que les engagements pris par les uns et les autres peinent à être exécutés. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons croiser les bras?
que nous devons abandonner. Mais non, nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à travailler, nous devons continuer, s'il faut faire pression, à faire pression. Parce que les dangers, je vous ai dit, les dangers, ce n'est pas seulement pour la RDC, mais les dangers, ça concerne le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. L'année passée, nous avons été à Londres, où nous avons participé à certaines activités préparatoires de la COP 26. Sur place, lorsque les scientifiques ont fait un état des lieux de la situation climatique à travers le monde, il a été constaté que les dangers est imminent et les dangers est permanent. Vous pouvez vous rendre compte que nous étions sur place. Il y a certains responsables, des hauts responsables, des ministres, des premiers ministres qui étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui guette le monde, un danger qui frappe à nos portes. Les dangers à tel point que si on ne fait pas attention, la terre risque de s'embraser. Les autres parlent même de l'enfer. On risque de vivre l'enfer lorsque la terre va chauffer. Aujourd'hui, vous remarquez seulement... Non seulement... Aujourd'hui, laissez-moi finir mon idée. Laissez-moi finir mon idée. Aujourd'hui, on est en train de parler des inondations, on est en train de parler de... Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une forêt quelque part, des soies, sans que l'on ait mis le feu, on constate qu'il y a incendie. Et vous imaginez que dans 50 ans, si le même rythme continue, peut-être on n'aura pas au marché. Cette année, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas des effets surnaturels aussi. En Belgique aujourd'hui, cette année, pendant l'été en Belgique, la température la plus faible en été, c'était 38 degrés. En France, c'était à peu près 40 degrés. En Arabie Saoudite, on a enregistré des températures jusqu'à 54 degrés. Vous imaginez, ici à Kinshasa, vous êtes sous une température de 54 degrés, mais vous allez mourir. Vous allez commencer à marcher comme ça et vous vous brûlez la peau. Tout ça, c'est les dangers qui menacent le monde. Nous sommes avantageux. Pourquoi? Parce que les scientifiques qui ont fait ces constats-là ont dit comme solution à cette problématique, il faut des solutions basées sur la nature. Bon, s'il vous plaît, monsieur Ritier, laissez-moi finir mon idée. Il y a une suite logique. Si vous pouvez permettre que je finisse mon idée. Les scientifiques ont démontré que pour faire face à cette crise, il faut des solutions basées sur la nature. Quelles sont les solutions basées sur la nature? Il faut des forêts pour séquestrer de plus en plus les gaz à effet de serre. Au moment où il y a des déboisements, vous parlez de forêts, il y a des déboisements. Mais nous avons des forêts. Nous avons des forêts, c'est pourquoi nous disons, nous sommes une solution. Les scientifiques préconisent qu'il faut des forêts pour séquestrer les gaz à effet de serre. Nous avons des forêts, ce qui fait de nous une solution. Il faut migrer vers les énergies, vers les outils non polluants, c'est-à-dire utiliser de moins en moins les véhicules qui utilisent les carburants et passer à l'utilisation des véhicules électriques. Pour avoir les véhicules électriques aujourd'hui, on a besoin des minerais stratégiques que nous avons dans notre pays. Nous avons les lithium pour la fabrication des batteries. Nous avons les coltans pour la fabrication des cartes mères que l'on retrouve dans des voitures électriques. Nous avons les cobalt. Nous avons beaucoup d'autres minéraux qui sont dans notre pays, qui sont utiles à la transition énergétique. Voilà pourquoi nous, RDC, nous avons dit, nous sommes une solution. Là, c'est sans compter la biodiversité, parce que lorsqu'il y a les effets de changement... Nous sommes une solution, mais où est la solution? Il faut trouver cette solution, parce qu'il n'y a pas de solution. Vous parlez de nos forêts qui sont mal exploitées. Ce ne sont pas les Congolais qui exploitent nos forêts. Les forêts congolais sont bitées à un problème d'exportation, n'est-ce pas? Les bois et consorts. Oui, là je vois que vous êtes en train de parler de la déforestation. Oui, mais je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, pour les travaux, s'il vous plaît, monsieur. Non, je préfère répondre à votre question rapidement. Parce que vous parlez de la déforestation. Vous savez que, je le disais ici, nous avons aujourd'hui 155,5 millions de forêts humides. Les études l'ont démontré qu'aujourd'hui, la déforestation de nos forêts aujourd'hui, les déboisements aujourd'hui, les taux de déboisement aujourd'hui représentent 0,5%. Donc ça ne représente rien. Nos forêts sont là. Nous avons des immenses étendues de forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre du monde émis par le monde entier. J'aimerais aussi vous poser la question par rapport aux préparatifs, parce que vous avez parlé des travaux préparatoires de la COP 27. Comment ces travaux se sont déroulés? Il y a eu de quoi, à quel niveau, et ainsi de suite, pour que la tenue du COP d'ici au 18 novembre prochain, qu'il n'y ait pas de problème.
La pré-COP 27 s'est très bien déroulée. Je vous ai dit ici que nous avons enregistré des délégations de haut niveau venues des 65. On a enregistré à peu près 65 ministres. Alors qu'à Milan, lorsque nous étions à Milan, pendant la pré-COP, il y a eu à peu près 50 ministres seulement. Mais nous, ici à Kinshasa, il y a à peu près 65 ministres, sans compter les autres chefs de délégation. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux nous avons préparatoires? Je vais y arriver. Nous avons enregistré à peu près plus de 85 délégations. Donc, au total, 320 personnes étaient réunies au Palais du Peuple pour réfléchir sur les enjeux liés au changement climatique. Sur quoi on a discuté? On a discuté de l'adaptation, comment les uns et les autres à travers le monde peuvent faire un effort pour que nous puissions nous adapter à ces conditions nouvelles que nous avons. Ce n'est pas un manque à gagner pour les trésors publics, parce qu'on parle de changement climatique, les résolutions ne sont pas prises en compte, ça ne va pas s'exécuter, ainsi de suite, même au niveau des grandes puissances. Pourquoi, je ne sais pas, continuer à en parler au moment où il n'y aura pas de résultats probants? C'est ça, M. Retier. Si nous continuons à parler, c'est parce qu'il y a des résultats. C'est un manque à gagner pour notre trésor public. Si nous continuons à parler, c'est parce qu'il y a des résultats qui sont attendus, qui doivent arriver. J'étais en train de parler des thèmes qui ont été abordés. Nous avons parlé de l'adaptation. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a un dérèglement climatique. Comment nous pouvons nous adapter à toutes ces conditions-là? Nous adapter, c'est aussi nous dire, ben écoutez, au lieu, par exemple, que je puisse consommer autant d'énergie polluante, que je puisse en consommer moins pour permettre à ce que je puisse vivre longtemps. Parce que si je continue à vivre avec des énergies polluantes, ça va avoir des effets sur ma vie. On a parlé de l'atténuation. Comment les uns et les autres à travers le monde peuvent aujourd'hui mettre en place dans leurs pays respectifs des conditions pour atténuer les effets de changement climatique. Je parle par exemple de l'utilisation des véhicules électriques. Tout ça, on en a parlé. On a parlé également de l'accès aux finances climat. Le monde s'est réuni. À Paris, ils ont dit, nous devons aujourd'hui contribuer, par exemple, avec 100 milliards de dollars par an pour lutter contre les changements climatiques. Comment nous, RDC, nous pouvons accéder à ces financements-là? Je vais vous dire, par exemple, comme est retombé l'année passée, lorsque nous étions à Glasgow. Trop de théories. Non, mais là, je vous dis de la pratique. Lorsque nous étions à Glasgow, l'année passée, nous avons raflé une cagnotte de 500 millions de dollars en faveur de la République. Et ça, ce sont des retombées. Ce sont des fonds qui, aujourd'hui, sont en train d'aider les pays à financer certains projets, les routes, les barrages, ainsi de suite. Et en dehors de ça, lorsque nous participons à ce genre de forums, nous mettons également en exergue le leadership naturel de la RDC et tout ce que nous avons comme potentialité, notamment les potentiels en termes de potentialité hydroélectrique. Nous disons, mais écoutez, nous avons des forêts. Aujourd'hui, les gens nous parlent de la déforestation. Mais nous avons la possibilité d'investir dans les barrages hydroélectriques pour diminuer la pression sur les forêts. Et là, nous aurons fait œuvre utile dans la lutte contre les changements climatiques. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous êtes le directeur du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Excellence Eve Bazaïba. Ouais. Comment vous évaluez votre ministère de l'Environnement depuis que Mme Eve est à la tête de ces ministères par rapport aux actions qui puissent marquer la population, par rapport aux actions saluées, depuis que vous êtes à la tête de ces ministères? Qu'est-ce qui est déjà fait de concret qu'on peut saluer? Nous sommes à la tête de ces ministères. Son Excellence, Madame le Premier ministre, est à la tête de ces ministères depuis une année et quelques mois, une année et demie, d'ici là, parce qu'on a été nommé au mois d'avril, elle a été nommée au mois d'avril 2021, et depuis qu'on est au ministère, on a reçu des responsabilités bien précises de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parmi lesquelles il fallait rétablir la RDC dans son leadership naturel au monde sur le plan climatique. Aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation,
nous y sommes arrivés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut jamais parler de l'environnement quelque part sans la RDC. Il y a des invitations qui tombent sur la table du chef de l'État, sur la table de son Excellence, Madame le Vice-Premier ministre, Madame Eve Bazaïba, presque tous les jours et à chaque minute. Donc, nulle part aujourd'hui, on peut parler de l'environnement, on peut parler des forêts, on peut parler des minerais stratégiques sans la RDC. Ça, c'est un acquis incroyable. Alors que là, depuis longtemps, nous étions sur un tableau des absents, nous étions sur un tableau de lamentation. Mais maintenant, lorsque nous nous présentons à toutes ces conférences-là, on ne se plaint pas. Nous leur disons, nous sommes une force. Nous avons des forêts. Vous pleurez parce qu'il y a les changements climatiques, mais nous avons des forêts. L'environnement congolais est très pollué, comme vous le dites là. Quels sont les efforts quand même minimes que vous avez fait, le ministère de l'Environnement, pour qu'il y ait des résultats palpables? Je vais revenir à votre question, mais si vous permettez que je termine d'abord avec ce que j'étais en train de dire. Parce que nous sommes butés par les temps, alors il faut l'essentiel, on évolue. Essentiel, on évolue. Si nous, on va s'attarder sur un sujet, on n'évolue pas, on voit. Très bien, il n'y a pas de problème. Donc, parce que vous avez parlé de notre évaluation, je vais vous dire également que nous sommes un ministère d'assiette fiscale. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a des taxes qui sont aujourd'hui mobilisées par les ministères de l'Environnement. Vous vous rendrez compte que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le gouvernement de la République n'avait qu'un budget modique de 3 à 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, avec la mobilisation des recettes, avec l'implication de tous les membres du gouvernement, avec l'implication notamment du ministère de l'Environnement, nous avons aujourd'hui un budget qui est à la hauteur de 12 milliards et demi. Et d'ailleurs, au mois d'octobre déjà, nous avons déjà atteint le budget de 12 milliards, ce qui veut dire que le budget 2023, selon ce qui est en train d'être travaillé par le Parlement, sera un budget depuis que Mme Eve Bazaïba est à la tête du ministère de l'Environnement, comment est-ce que vous procédez pour lutter contre la déforestation et autres? Pour lutter contre la déforestation, beaucoup d'efforts ont été faits. D'abord, je vais vous dire que depuis que nous sommes là, on n'a jamais octroyé... La déforestation et le déboisement. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a jamais octroyé une concession forestière à quelqu'un. Nous faisons un effort pour protéger d'abord nos forêts. Ça, c'est important. De deux, son Excellence, Madame le VPM, a mis en place une commission de revisitation de toutes les concessions forestières. Parce que nous avons trouvé qu'il y a des concessions qui avaient été attribuées de manière abusive. Des espaces verts, il n'y en a plus en RDC, à Kinshasa particulièrement, tout ça, mais le ministère de l'Environnement est là, entre autres, pour lutter ou remettre tout ça en place. Mais on ne sent pas. Il faut faire la part des choses. Il y a des espaces verts qui sont gérés par les ministères des Affaires foncières, parce que c'est du domaine foncier. Mais nous avons en charge les forêts. C'est ce qui nous préoccupe pour nous. Le ministère de l'Environnement a en charge les forêts, n'est-ce pas, et les aires protégées. C'est tout ce qui est sous la houlette du ministère de l'Environnement. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir un regard sur les espaces verts qu'il y a à travers les pays. Et ensemble avec les autres ministres, les efforts sont en train d'être fournis pour récupérer tous les espaces qui appartiennent du domaine, tous les espaces du domaine de l'État qui avaient été spoliés. Parce que nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'abus légués par les anciens gouvernements. Sur le boulevard, il y avait quand même des arbres plantés pour, entre autres, protéger contre les incidents quelconques. Il n'y a plus d'arbres tout au long du boulevard, tout ça là. Non, les arbres ne sont pas là seulement pour protéger contre les incidents. Ces arbres-là, aujourd'hui, là, si nous respirons, c'est à cause des arbres. Les arbres ont les carbones que nous aspirons. Et, ça crée l'aération. Voilà. C'est pourquoi il y avait ces arbres-là. Ceux qui avaient planté les arbres savaient pourquoi il fallait le planter. Et aujourd'hui d'ailleurs, si il m'est demandé de faire un appel aux Congolais, c'est demander à ce que chacun puisse avoir au moins un arbre dans sa parcelle. Mais ça c'est hyper important. Nous le faisons. Nous le faisons au niveau du ministère. Nous avons le projet du chef de l'État, 1 milliard d'arbres. Dans le cadre de ces projets-là, nous avons aujourd'hui déjà planté beaucoup d'arbres à travers les pays. Il y a même des Mais le long du boulevard, de chaque boulevard,
c'est plus important d'avoir des arbres, la présence des arbres comme c'était les plans d'aménagement de la ville, je crois qui dépend du ministère de l'Urbanisme et Habitat et Aménagement du territoire plutôt. Je ne sais pas si ça peut nous permettre de remettre les arbres qu'il y avait le long du boulevard, mais les reboisements que nous faisons, nous sommes en train de les faire dans les différentes concessions du domaine de l'État qui sont à travers les pays encelés. Il y a eu des concessions où nous avons planté des arbres. On a planté les arbres sur le terrain du campus de l'Université de Kinshasa. Il y a des arbres à Chikapa dans la province du Kasaï qu'on a eu à planter. Il y a vraiment... dans chaque province, on a presque 100 hectares que nous sommes en train de reboiser avec des arbres dans le cadre du programme 1 milliard d'arbres du chef de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire un effort pour avoir notre découvert forestier renouvelé. Mais parce que nous, je ne sais pas, c'est régime et fin mandat, on parle de fin mandat. Pourquoi? Parce que bientôt là, la CENI se prépare pour les élections de 2023. Qu'est-ce que vous projetez? Vous comptez encore faire davantage que ça puisse être bénéfique pour la population congolaise d'abord en particulier? C'est bien de parler du réchauffement climatique, ça menace, ça préoccupe au plus haut point, mais il y a quand même des besoins aussi élémentaires environnementaux qui concernent rien que le peuple congolais, la population congolaise. Quels sont les efforts signalés du ministère de l'Environnement? Les efforts signalés du ministère de l'Environnement, c'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de continuer à mobiliser les ressources en faveur du pays. Nous allons aujourd'hui à Chamachek. Là, nous allons continuer à présenter la RDC comme pays solution au changement climatique. Présenter la RDC comme pays solution, c'est aussi chercher des investisseurs pour, par exemple, la transformation locale de nos minéraux. Et lorsque les minéraux sont transformés localement, il y a la main-d'œuvre qui est utilisée, il y a la création de l'emploi, il y a la lutte contre la pauvreté. Ce sont nos frères et sœurs et nous-mêmes qui allons travailler dans ces industries. Voilà. Nous allons demander également à ce qu'il y ait des investisseurs, par exemple, dans le secteur de l'hydroélectricité. Là aussi, nous avons la possibilité, si on a des barrages, ça va donner de l'électricité à nos populations et ça va permettre à ce que nous puissions nous développer, avoir des petites unités de transformation des industries. Nous allons aussi demander, nous allons continuer à lutter pour que nous ayons des investissements dans le cadre de nos blocs pétroliers. Nous en avons, avec le pétrole aujourd'hui, nous pouvons nous développer et le pays va aller de l'avant. Nous nous disons, l'exploitation du pétrole n'empêche pas le développement d'un pays. L'exploitation du pétrole plutôt booste le développement de notre pays. Cela n'est pas contre la protection de l'environnement. Nous pouvons exploiter le pétrole et en même temps nous protégeons notre environnement. Je pense que nous avons épuisé ce qu'on a prévu dans cette émission concernant l'environnement. Et merci pour cet éclairage, Monsieur Héritier Piana, qui est directeur de cabinet adjoint du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, honorable Excellence plutôt, Ève Bazaïba. Elle est aussi honorable parce qu'elle est députée élue de la circonscription électorale de Bassoko. Parce que vous êtes aussi cadre du mouvement de libération du Congo, on aimerait avoir aussi votre opinion par rapport à l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des affrontements entre le M23 et le FARDC pour tenter de récupérer Bunagana. On parle des rebelles capturés. Il y a les Nations Unies qui a signalé qu'il y a aussi quelques positions de FARDC qui sont tombées, qu'on sort. Vous réagissez comment par rapport à cette réalité qui préoccupe au plus haut point? Ma réaction est plutôt d'une détermination extraordinaire de la part de notre population, de la part de nos forces armées. Parce que, vous savez, le MLC connaît bien l'Est du pays, étant donné que le président Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il était en Ituri, avait réussi, n'est-ce pas, à accorder la paix à une bonne partie de l'Est du pays. Il y avait, je me souviens en son temps, les conflits entre les Ema et les Lendu. Le président Jean-Pierre Bemba, avec son charisme, avait réussi à mettre la paix entre les deux communautés. De la même manière, étant donné que nous sommes tous au niveau de l'Union sacrée, il est en train de donner ses conseils, n'est-ce pas, au gouvernement. C'est vraiment un partenaire d'État du chef de l'État. Il fait son travail pour demander au chef de l'État
de mettre la main là où il faut mettre, de mettre les bics là où il faut mettre, afin que nous puissions en finir une fois pour toutes avec cette question de l'Est du pays, parce qu'on espère que ça, on pense que ça en est de trop. Parce que vous parlez de votre leader Jean-Pierre Bemba, on l'a vu faire la ronde du Grand Équateur et prendre la paix. Pourquoi pas commencer par exemple par l'Est de la RDC, aller à Kwamuntu, là où il y a des conflits tribaux. Il a choisi sa province. C'est un agenda. Il a commencé par les Grands Équateurs. Je vous annonce que d'ici là, il sera dans les Grands Kasaï. Après les Grands Kasaï, il sera à Lubumbashi et il fera aussi l'Est du pays sans problème. D'ailleurs, vous dites qu'il a commencé par l'Équateur, mais moi je sais qu'il a commencé par la province de la Chopo. Nous avons été avec lui à Kisangani. Et donc, et là, il a été accueilli avec joie par la population de la Chopo. Et donc, c'est comme pour dire que c'est un leader de toute la nation congolaise. Il va aller partout, mais c'est conformément à son agenda. Là, le mouvement de libération du Congo, toujours un membre de l'Union sacrée, au moment où l'Union sacrée, on parle de l'Union salée, ça ne va pas ensemble, donne l'impression de vouloir déjà claquer la porte, quelques députés, voire ministres ensemble menacés, ainsi de suite. Moïse Katumbi ne donne pas l'impression d'avoir ses deux pieds en union sacrée. C'est ce qui nous fait dire que c'est plus l'union sacrée, ça devient une union salée. Vous risquez d'éclater avant la tenue des élections, qu'il y ait des départs massifs avant la tenue des élections. À la lire où vont les choses, il n'y a pas vraiment de l'ordre, il n'y a pas du sérieux. L'impression que l'union sacrée donne, il n'y a pas de l'ordre et du sérieux au sein de l'union sacrée. Ça, c'est votre impression, mais mon impression à moi, c'est que l'union sacrée reste soudée. Nous sommes là, je vais vous dire que les 2 derniers jours, il y a eu beaucoup de réunions. Si on amputait ensemble de l'union sacrée deviendra union salée. Ce qu'on enregistre aujourd'hui, c'est comme dans une famille. Dans une famille, entre les enfants d'un même père, il y a toujours des problèmes. Et parfois, mais ça finit toujours par se régler. Nous avons aujourd'hui tout le monde qui a accepté de se réunir autour d'un chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et jusqu'aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de problème, si ce n'est que des petites agitations, mais qui sont sporadiques et qui vont passer sans problème. À mon niveau, je crois que l'union sacrée se porte bien, il ne se pose aucun problème. Il suffit seulement de voir les comportements. Vous croyez à la tenue des élections? Bien sûr. Parce que nous sommes à la fin déjà de cette émission. Vous croyez à la tenue des élections parce que la CENI a commencé déjà avec les essais en ce qui concerne l'identification et l'enrôlement. Il y a l'opposition qui pense que tout ça là, des manœuvres ou des justifications, des efforts déployés en guise d'enrôlement et d'identification, c'est juste de la poudre aux yeux et il n'y aura pas élection. Moi, je crois encore qu'il y aura élection en 2023 parce que c'est constitutionnel. Le président de la République et tous les membres de l'Union sacrée sont respectueux de la Constitution. Nous allons faire un effort, nous allons faire de tout notre mieux pour qu'il y ait élection en 2023. Voilà. Au moins que le président de la CENI opère un miracle, parce qu'avec il nous reste que 14 mois pour organiser les élections et nous sommes qu'à l'étape de l'enrôlement. C'est amplement suffisant. De l'identification. C'est amplement suffisant. Voilà, qui nécessite aussi beaucoup d'efforts à déployer. La RDC, c'est un pays à la dimension d'un continent. Déployer les kits dans les différents coins et recoins du pays, c'est pas chose facile. Il y a des années, l'opération. Madame, il y a des années où on n'avait pas de l'expérience électorale. Mais cette fois-ci, nous sommes quand même à une troisième expérience électorale. Si le 4e cycle. Une quatrième expérience. Nous sommes à une 4e expérience électorale. Après l'élection de 2006, 2011 et 2018, bon, je crois qu'il y a certaines choses que l'on peut minimiser. Il y a certains délais que l'on peut minimiser. Les mêmes personnes. Donc, voyons voir ce que Denis Kadima va donner comme résultat. Par contre, celui qui est là, j'ai l'impression qu'il est plus expérimenté que les autres qui sont passés par là. C'est les résultats qui vont conclure tout ça. Espérons bien sûr. Monsieur Piana, nous sommes à la fin de cette émission. En guise de message particulier, les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Non, je vais seulement dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci surtout à tous mes amis de la Fondation Héritier Piana.
qui nous ont suivis en ce moment. Il y en a qui nous suivent à partir de Chikapa. Bonjour à vous et merci à son Excellence Madame le Vice-Premier ministre de l'Environnement et du Développement durable pour les efforts consentis en faveur de notre pays. Merci à son Excellence Monsieur le Président de la République. Merci. Nous venons d'échanger avec M. Héritier Mpiana, qui est directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, Madame Ève Bazaïba. Il est aussi cadre du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous avez aimé cette émission. Remerciez la chaîne de référence Antena, les preneurs de vue. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion demain à 12h30 heure de Kinshasa. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.